Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau du Buzz pour cette nouvelle interview. Aujourd'hui, nous avions eu l'occasion d'avoir le MEDEF ce matin et nous changeons totalement de cap pour accueillir cet après-midi Stéphane Doré, qui est enseignant, chercheur à l'URCA et qui va nous expliquer un petit peu ce qu'est l'immunité innée des plantes. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors, en fait, ce qui s'est passé, puisque nous sur le pavillon, on essaye de vous présenter des choses très différentes tous les jours, donc on a eu l'occasion d'avoir des discussions sur les entreprises, on a eu l'occasion d'avoir des débats, des tables rondes, et aujourd'hui on accueille à nouveau quelque chose de totalement différent, avec un chercheur qui va vous expliquer son travail, peut-être ses découvertes, et tout ça grâce à un article qui a été publié il y a quelques mois sur l'Union, et qui présente en fait tout simplement le travail de Stéphane Doré, qui a eu l'occasion d'être publié sur le magazine Science. On reviendra un petit peu plus tard sur cette publication. Et Stéphane Doré qui travaille à l'URCA à Reims sur l'immunité innée des plantes, qui consiste tout simplement à étudier la défense des plantes et comment est-ce qu'elles font pour déclencher leur bouclier pour se sauvegarder. On va peut-être commencer d'abord par vous présenter qui est Stéphane Doré, d'où il vient et comment est-ce qu'on arrive à travailler sur des sujets comme les plantes et surtout à ce niveau-là. Donc oui, alors du coup, bon, quelques petits mots de présentation. Donc effectivement, bon, je suis enseignant-chercheur donc à l'URCA, donc l'Université de Reims, dans l'unité de résistance induite et bioprotection des plantes. Et du coup, j'ai un cursus assez classique, universitaire, où j'ai fait donc en fait une maîtrise que j'ai fait au Québec. Donc là, ça a été mes premiers. C'est déjà pas classique quand on C'est parle à c'est vrai, l'autre je bout suis du parti. monde. Ouais. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu fait mes premiers pas donc dans l'aspect de la phytopathologie, qui est en fait l'étude des défenses des plantes, en fait, et sur les maladies des plantes. Ensuite, du coup, je suis revenu en France. J'ai fait en fait un DEA à Strasbourg, à l'Institut de biologie moléculaire des plantes. Et puis du coup, j'ai fait une thèse donc aussi à Strasbourg, où du coup là j'ai pu étudier les aspects de l'immunité végétale, de l'induction des réponses de défense des plantes. Suite à cette thèse, je suis reparti à l'étranger. J'ai fait en fait un post-doctorat de 2 ans en Angleterre, au Royaume-Uni, donc à Norwich, dans un laboratoire, donc le Sainsbury's, qui était aussi donc un laboratoire qui était spécialisé sur l'immunité végétale. Et donc à l'issue de ce postdoctorat, j'ai pu être recruté en fait à Reims en tant qu'enseignant-chercheur, un maître de conférence donc dans l'unité actuelle. Donc après 25 ans d'études, Globalement, 12 c'est ça. pays, d'accord. Ouais, c'est quand même effectivement une bonne dizaine d'années effectivement d'études pour avoir, je dirais, le bagage suffisant pour faire un métier dans la recherche, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, tu travailles pas seul? Il y Non, a des gens tout qui à sont fait. autour de toi. Oui, oui, oui. Quelle est cette équipe qui t'entoure au quotidien? Alors donc je fais partie d'une unité donc de l'université de Reims, donc l'unité qui est intitulée Résistance induite et bioprotection des plantes. Donc en fait elle est dirigée par le professeur Christophe Clément. Et donc c'est une unité qui est constituée environ de 50 personnes. Avec il doit y avoir sur des très grosses équipes déjà Alors, en recherche. c'est déjà pas mal. Après, ça fluctue pas mal. C'est-à-dire qu'on peut avoir, parce qu'on a à la fois des gens qui sont permanents, qui sont enseignants-chercheurs, qui peuvent être techniciens permanents. Puis on a aussi des doctorants et des post-doctorants qui, je dirais, vont faire, alors pour les doctorants, 3 ans de thèse en règle générale. Et puis pour les post-doctorants, ça varie entre 1 et 3 ans. Donc, je dirais, voilà, ça fluctue, mais toutes ces personnes-là, du coup, travaillent un petit peu de concert sur des thématiques assez communes, finalement, puisqu'on s'intéresse dans cette unité à l'aspect du biocontrôle, et puis, à nouveau, essayer de comprendre comment les plantes résistent naturellement à l'infection par des agents pathogènes et aux maladies. Donc restez avec nous pendant les prochaines minutes et les prochains temps. Nous allons discuter de cette immunité des plantes. Le but est que tout le monde puisse comprendre ce que c'est exactement et puis comment ça fonctionne. Depuis le début, on vous a présenté un certain nombre de choses sur la production ou tout simplement l'agriculture en général. Et on est arrivé à cette conclusion pour le moment que c'est important de varier les processus, c'est important d'être ouvert à
tout ce qu'il est en train de se faire, qu'on soit au niveau du traitement comme on peut le faire actuellement, jusqu'à l'utilisation de technologies très très avancées. Et aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir présenter justement cet aspect tout simplement de recherche qui va agir sur la plante directement, sans passer par du pesticide, sans passer par du contrôle vraiment forcé, comme on a l'habitude de le voir dans nos champs actuellement en France. Donc ton travail, c'est d'étudier et surtout de comprendre, de savoir d'où ça vient, comment est-ce qu'une plante arrive à réagir. Alors avec des petits mots, moi, que j'ai compris, il me semble. La plante, elle grandit, la plante, elle a des défenses de base, seulement elle ne sait pas forcément à quel moment il faut qu'elle les active. Du coup, il y a des attaques qui surviennent, elle n'a pas déclenché ses boucliers, elle ne se défend pas, et du coup, elle peut mourir ou elle peut avoir des gros problèmes, des maladies à cause de ça. Et aujourd'hui, toi, tu travailles sur lui apprendre, lui faire comprendre comment lever ses boucliers et comment se prémunir des maladies qui vont l'attaquer. Exactement. En fait, le point clé, c'est qu'en fait, bon, une plante, naturellement, elle est vraiment capable de se défendre. En fait, elle a toute une batterie de réponses qui lui permettent finalement de contrecarrer une infection et finalement de ne pas développer une maladie. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que dans la plupart des cas, les agents pathogènes ne vont pas arriver, par exemple, à rentrer à l'intérieur de la feuille, par exemple. Et donc là, il n'y a rien qui se passe. Parfois, un agent pathogène très adapté va réussir, et c'est à ce moment-là, en fait, qu'il va prendre de vitesse, en fait, la plante, les cellules de la plante, et il va coloniser le végétal. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, on peut potentiellement stimuler ces défenses des plantes avant que l'agent pathogène arrive. Et ça, du coup, ça permet à la plante de réagir très vite et très fort. Donc ça, c'est les mots-clés, c'est que l'idée, c'est vraiment que la plante réagisse très très vite et avec une grosse intensité qui généralement permet à la plante de résister contre l'infection. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que la plante possède en elle ou est-ce que c'est quelque chose qu'on lui amène parce que du coup, on dit qu'on n'utilise pas forcément, on n'est pas sur l'étude des pesticides ou sur l'étude de différents produits qu'on peut ajouter, mais comment est-ce qu'on fait pour comprendre la plante? On part sur l'OGM, on part sur de la modification de la plante ou est-ce qu'on part sur quelque chose d'autre que nous ne comprenons pas? Alors en fait, par rapport à ça, il y a plusieurs stratégies. Alors ce sont des stratégies qui font partie de ce qu'on appelle donc le biocontrôle. Donc c'est une des alternatives que l'on peut utiliser. Donc ces stratégies, elles sont basées sur en fait soit des bactéries qui sont naturellement présents dans le sol. Alors règle générale, ça peut être bactéries, champignons, des micro-organismes de manière générale, qui vont être plutôt bénéfiques pour la plante. Donc ce sont des micro-organismes qui sont non pathogènes pour la plante, qui sont donc bénéfiques. Et puis potentiellement aussi, c'est des molécules qui vont être issues de ces micro-organismes. Alors on peut utiliser ces micro-organismes ou les molécules issues de ces micro-organismes pour à nouveau stimuler la plante. Alors le principe, on en reparlera peut-être après, c'est qu'en fait, la plante va percevoir l'invasion, elle va percevoir qu'il y a une molécule qui est en contact avec ses cellules et ça déclenche les réponses de défense et du coup, potentiellement, ça permet de développer une résistance. Je vais reprendre une analogie dont tu m'as parlé quand on a pu en discuter tout à l'heure. On parlait des vaccins, donc on dit, tu m'as expliqué que on n'aime pas trop, ce n'est pas un vaccin puisque la plante n'a pas un système immunitaire comme le nôtre, mais on fonctionne un petit peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on va envoyer l'alerte à la plante et elle va savoir se prémunir, elle va reconnaître en fait l'attaque après. C'est exactement ça, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on va se placer en amont finalement de l'infection, on va envoyer des signaux qui correspondent à des signaux que pourrait avoir l'agent pathogène ou d'autres types de micro-organismes qui vont au final stimuler cette défense et lorsque l'agent pathogène réel arrive, du coup la plante est dans un état de résistance déjà suffisant pour pouvoir lutter efficacement contre l'invasion et du coup contrecarrer la maladie. Est-ce qu'on fait ça sur toutes les plantes? Qu'est-ce qu'on étudie aujourd'hui et comment on choisit les plantes avec lesquelles on va travailler? Alors, effectivement, ce processus est relativement généralisable à toutes les plantes. En fait, toutes les plantes sont capables de se défendre naturellement. Donc, alors, n'importe quelle plante d'ornementation, une plante cultivée, la vigne, toutes les plantes sont capables de se défendre naturellement. Alors après,
on l'étudie, nous, par exemple, sur des plantes ciblées. Hein, ça va être par exemple le colza, le tabac, ça va être la vigne, bien sûr, qu'on étudie bien au laboratoire. Et puis, il y a aussi des plantes qui sont des plantes modèles. Alors, notamment, il y a pas mal de travaux sur lesquels on fait, c'est ce qu'on appelle l'arabette, qui est une plante qui est en fait le modèle pour tous les biologistes qui travaillent dans le végétal. Hein. En gros, c'est un petit peu... on connaît pratiquement tout sur cette plante et on a plein d'outils pour essayer d'étudier ce qui se passe dans cette plante. Donc là, on fait beaucoup d'études sur cette arabette qui nous permet à nouveau de mieux comprendre comment s'effectue cette résistance et comment se développe la résistance en fait. C'est quoi comme plante? C'est une plante verte? C'est une plante Alors c'est grasse, une toute petite plante, c'est une plante qui n'est pas du tout, il n'y a aucun intérêt agronomique, hein, c'est plutôt une mauvaise herbe, hein, c'est une mauvaise herbe, ce qui est toute petite. Alors je sais pas, on aura peut-être l'occasion, là par exemple sur l'article que tu présentais, alors non, c'est celui d'avant, voilà, pardon. Il y avait donc je suis en face de plantes et c'est ces fameuses arabettes. Alors ça fait là elles sont en touffe, hein, c'est toutes petites plantes avec des feuilles relativement réduites. L'avantage de cette plante, c'est qu'elle est toute petite, on peut la générer très facilement, elle fait beaucoup de graines, elle a un temps, alors on va avoir une plante adulte en 5 à 6 semaines, donc c'est assez rapide, et surtout, on connaît entièrement son génome, c'est-à-dire que c'était la première des plantes séquencées entièrement, donc en gros, on a le génome de cette plante. Alors, on ne sait pas à quoi servent tous les gènes, bien sûr, hein, ça serait trop facile. Il y a encore des personnes qui peuvent se lancer voilà, dans la recherche. On peut y aller. Il y a encore du boulot, voilà. Mais du coup, on a plein d'outils utilisables avec cette plante-là. Alors, on est vraiment là sur de la recherche purement fondamentale, c'est-à-dire que c'est vraiment comprendre les mécanismes. À nouveau, cette plante n'a pas d'intérêt en agriculture, donc pour ça, elle est moins importante. Alors, ce qui est intéressant, c'est une brassicacée. Et le colza, par exemple, est une brassicacée. Donc ce qui est intéressant, on l'a vu d'ailleurs dans nos recherches, on peut faire des transferts de technologie, c'est-à-dire que les recherches que l'on a trouvées sur l'arabette sont potentiellement transférables sur le colza, par exemple. D'accord. Et tu parlais de cette plante qui grandit en 5 à 6 semaines pour atteindre sa taille adulte. À quel moment on intervient sur la plante? Un agriculteur qui aujourd'hui a des problèmes, par exemple avec un champ qu'il vient de planter, est-ce que l'année suivante, il va le faire directement quand il plante sa graine dans la terre, ou est-ce qu'il va attendre un petit peu, ou est-ce qu'il va attendre justement un stade particulier de cette évolution? Alors le principe, hein, quand on va stimuler l'immunité de la plante, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, globalement, ça peut se faire à beaucoup de stades de croissance de la plante. C'est-à-dire qu'on peut faire ça, par exemple, sur des jeunes plantules, et on va stimuler l'immunité à ce moment-là. On peut aussi le faire sur des plantes adultes, donc je dirais c'est assez général. Alors on peut même, par exemple, faire de l'enrobage de graines avec des micro-organismes, et lorsque la plantule, du coup, va pousser, il va y avoir une interaction avec ces micro-organismes, et du coup, ça peut favoriser, déjà, ça peut déclencher ces processus immunitaires. Donc, finalement, c'est quelque chose qui est donc qui est applicable à différents stades, à nouveau. Hein. Par contre, dans les modes d'application, bon, je ne sais pas si on en reparlera un petit peu après, mais c'est quand même quelque chose qui va se faire un petit peu comme on fait, d'une manière générale, comme les traitements assez classiques. C'est-à-dire qu'on va essayer de pulvériser les molécules. Alors, quand on parle de molécules, par exemple, sur des aspects foliaires, et on va attendre 2-3 jours, et si l'agent pathogène arrive après, l'immunité est stimulée, et là on a de la protection. Donc en gros, les modes d'application, pour l'instant, sont assez identiques à des produits, je dirais, classiques. C'est des choses qu'on peut faire avec les outils qu'on connaît aujourd'hui. Sachant qu'il y a un certain nombre de... Voilà, exactement, tout à fait, ça peut être pulvérisé de la même manière pour un certain nombre de composés. Le souci, c'est que le mode d'action étant différent, il faut quand même avoir des itinéraires techniques un petit peu appropriés, et on est encore dans des aspects de recherche pour savoir à quel moment l'application de ces composés serait optimum, parce que c'est l'un des points clés qui n'est pas, je dirais, totalement compris à l'heure actuelle. J'ai une question qui m'arrive en tête là tout de suite, justement, quand on parle de ça. On parle d'un traitement qu'on fait aujourd'hui, mais est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire si on reprend une graine de la plante qui a été qui a été stimulée, voilà. Tout à fait. Est-ce que cette graine va être active? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on traite une plante, il y a une certaine mémoire
du traitement, et qui d'ailleurs se transmet. Alors, je pense que c'est le sens de... Voilà, exactement. Mais il y a une transmission de l'information, notamment sur la résistance, qu'on appelle la résistance systémique, qui se passe dans toute la plante. Il a été montré, c'est scientifiquement prouvé, que ça se passe d'une génération. Alors, ça se perd au fur et à mesure, mais on peut avoir sur 2-3 générations de graines des plantes qui vont être plus résistantes. Voilà. Donc, effectivement, ça se transmet à la descendance, en fait. Le processus. Donc on ne parle pas d'OGM, puisque du coup il n'y a pas de modification du génome de la plante. Il n'y a pas de modification. On est juste sur l'activation d'un principe de la plante pour lui dire tu peux t'en servir parce que tu l'as à disposition. Et puis l'idée à nouveau c'est d'avoir, l'idée vraiment comme c'est vraiment un axe de biocontrôle, c'est d'utiliser à nouveau soit des souches qui vont être endogènes dans un sol, par exemple des souches de bactéries ou de champignons qui vont être présentes autour de la plante. Et puis quand on extrait des molécules, à nouveau le point clé ce sont des molécules alors qui sont naturelles. Alors, naturel ne veut pas dire non toxique. Attention, là déjà, parce que voilà. Oui, on connaît tous certains champignons qui sont et puis dangereux. la digitaline. Enfin, il y a beaucoup de composés qui sont naturels et toxiques. Donc là, voilà, il faut faire très attention. Voilà. Mais l'avantage d'avoir des molécules naturelles, c'est que en règle générale, bon, alors déjà, on se retrouve dans un contexte où finalement on reste dans le contexte de la plante, voilà, du milieu dans lequel elle est. Et puis après, c'est souvent des produits qui sont beaucoup plus biodégradables. Ça, c'est un point clé, quoi. C'est-à-dire qu'on veut que les composés puissent être biodégradés dans le sol, qu'il n'y ait pas de résidus. Parce que là, une des problématiques de certaines molécules de synthèse, c'est qu'on peut retrouver des résidus. Voilà. Donc là, l'idée, c'est une relative biodégradation de ces composés. Et puis après, on travaille aussi pour avoir des composés qui sont avec un impact écotoxicologique le plus bas possible, bien sûr, pour ne pas affecter faune, flore et puis bien sûr l'humain, quoi. Quand on fait une culture d'une certaine plante, on parlait par exemple du colza tout à l'heure, on a un champ de colza, on le traite de cette manière-là pour déclencher les défenses de la plante. Je décide l'année suivante de planter du blé. Est-ce que le blé va être sensible à ce qui a été posé avant dans le champ, ou ou alors une plante qui est similaire, puisque tu me parlais du type tout à l'heure. Est-ce que voilà, la génération suivante d'une autre plante va hériter de ces traitements? Là, non. Pour le coup, ça se transmet, je dirais, dans la descendance, vraiment, mais dans la descendance d'une même plante. C'est-à-dire que si on change de culture, bon, voilà, le processus d'élicitation repart à zéro. Alors ça, c'est vrai si par exemple on traite avec des molécules. Ce qui peut être un peu différent, c'est que par exemple si on a un sol qui va être riche avec certaines bactéries qui stimulent la défense, il est possible que ces bactéries soient actives sur le deuxième type de culture. Donc si on a un organisme vivant qui reste dans le sol et que voilà, on a changé de culture, alors tous les cas de figure sont possibles, mais il se peut que dans certains cas, effectivement, ça protège contre d'autres plantes. Alors, il y a un exemple, par exemple, il y a des bactéries du genre Bacillus, donc Bacillus subtilis, amyloliquéfacien, alors c'est des noms un petit peu barbares, voilà, c'est des bacillus qui sont très utilisés, alors très étudiés déjà d'un point de vue du biocontrôle, sont extrêmement efficaces, et on a pu montrer sur des différents projet de recherche sur lequel on travaille, avec plein de collaborations, notamment internationales, que ces bacillus sont actifs sur plein de types de plantes. Donc à nouveau, si on a des bacillus, on va dire dans un sol, il est très probable que l'activité soit maintenue sur différents types de cultures. Donc aujourd'hui, en fait, les principes que vous êtes en train de découvrir, puisque je pense que c'est le processus on est dans cette phase-là, oui. Vous pouvez imaginer l'appliquer sur des cultures complètement différentes, des terres peut-être complètement différentes, et avoir une unité quand même dans le mode de production, et pas faire une recherche sur chacune des plantes, chacune des applications que vous allez faire. Exactement. Alors après, en plus, ce qu'on essaye de faire, et ça c'est très important, c'est qu'on essaie d'identifier par exemple des souches bactériennes, à nouveau qui sont des souches qu'on appelle bénéfiques, qui vont être présentes dans un type de sol, alors parfois avec une culture donnée, de manière à ne pas changer. On n'essaie pas toujours de transférer cette souche ailleurs. C'est-à-dire qu'on essaie de faire... Et il y a une chose qui est très importante, par exemple, on sait étudier ce qu'on appelle des sols suppressifs. Alors c'est quoi un sol suppressif? C'est que vous allez avoir des sols ou une zone dans votre champ où les plantes sont extrêmement... Ah non, au contraire, elles sont super résistantes. D'accord. Et donc là, on se dit, ah là, les plantes sont naturellement résistantes, donc dans ce cas-là, on va essayer d'identifier pourquoi ils le sont et on va essayer par exemple de faire des analyses de microbiome. Donc le microbiome, c'est l'ensemble des micro-organismes qui sont présents dans le sol. On va essayer de savoir et d'identifier quels sont les éléments, quels sont les micro-organismes qui permettent cette résistance importante.
Et quand on parle des sols, tu m'as parlé des vignes tout à l'heure, donc je pense qu'aujourd'hui, si on en a qui nous écoutent dans le coin, c'est beaucoup bien sûr autour des vignes. Ouais. On a un sol qui est quand même très particulier dans la région, qui est connu pour avoir été le sol de la Champagne pouilleuse. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour étudier ces types de sols, puisqu'au final, on a quand même des difficultés peut-être plus importantes que sur des sols très riches qu'on pourrait avoir par exemple en Alsace ou dans le Rhône, qui sont très différentes de celles d'ici. Ça veut dire qu'il faut aller encore plus loin, il faut pousser encore plus, ou il faut leur donner plus de capacité à se défendre? Alors, en fait, sur les sols champenois, il y a des études qui ont été faites, notamment il y a des choses qui ont été montrées par le CIVC, par exemple, et il y a quand même une grosse biodiversité en termes de microbiome, même dans un sol qui pourrait être, entre guillemets, considéré comme pauvre. Donc, il y a déjà une forte colonisation avec des micro-organismes. Il y a des possibilités déjà. Voilà, il ne faut pas se dire que voilà, le sol champenois est vide de toute. Non, il y a déjà des choses qui sont assez importantes. Alors c'est sûr que lorsque l'on va traiter avec des pesticides, on va bien sûr diminuer la biodiversité en micro-organismes dans un sol. Alors on n'élimine pas tout, mais c'est clair que ça a une influence. Mais le sol champenois est quand même relativement riche en micro-organismes quand même, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Le fait par contre de baisser les pesticides, on peut encore le réenrichir, et en fait c'est à nouveau cette biodiversité de composés et surtout de ce qu'on appelle à nouveau le microbiome qui est essentiel, qui est un des points essentiels pour la bonne santé de la vigne au final, quoi. On va peut-être rentrer un petit peu dans l'explication d'un petit schéma que tu nous as mis. Oui. Avant qu'on pose encore plein d'autres questions. Donc je vous présente un schéma qui représente une partie de ton travail, je crois. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'il représente exactement? Alors là, c'est vraiment un petit peu l'essence de ce que l'on, en fait, de nos recherches, d'une certaine manière, en tout cas de certains axes du laboratoire. On essaye vraiment de comprendre la manière dont les cellules végétales vont pouvoir du coup percevoir les micro-organismes, et puis de la manière dont elles vont activer de la défense, en fait, pouvoir entre guillemets naturellement se protéger contre des agents pathogènes. Alors sur le schéma, vous voyez très bien que dans son environnement naturel, les plantes sont confrontées à un certain nombre de micro-organismes, notamment des champignons, des bactéries, virus, etc. Comme je vous disais tout à l'heure, dans un grand nombre de cas, en fait, la plante est capable de résister toute seule. Alors certains, par exemple, de ces champignons, de ces oomycètes, alors ça peut être des spores, elles vont arriver sur la plante, elles ne vont pas germer, donc il n'y aura pas de maladie. Donc il y a énormément de résistance qui se fait en fait tout simplement parce que l'agent pathogène n'est pas adapté à la plante. Mais dans certains cas, l'agent pathogène bien sûr adapté va arriver à casser la cuticule, à pénétrer dans la plante. Et c'est là qu'intervient en gros les domaines d'études sur lesquels on se focalise au laboratoire, qui est en fait la façon dont la plante va percevoir qu'elle est attaquée, la façon dont elle est capable en fait de comprendre qu'elle est attaquée et qu'elle va du coup réagir. Voilà, elle va enclencher un phénomène actif, elle va produire des substances de défense. Donc ça se passe en fait, c'est ce qu'on voit là, en règle générale, cette étape-là se fait par la perception, à nouveau on parle de reconnaissance de molécules qui sont en fait issues du micro-organisme. Ça va être une protéine, un sucre, un lipide qui va être perçu par la plante, et ce qu'on voit ici, alors généralement, ça se fait par au niveau de la membrane plasmique de la plante. Alors là, je rentre un petit peu dans certains détails un peu plus techniques. On est sur la peau de la plante, elle arrive à pénétrer. Alors c'est vraiment la frontière de la cellule. La membrane plasmique, c'est entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Et là, c'est là où il y a des récepteurs. Il y a des récepteurs qui vont percevoir ces composés. Ensuite, du coup, s'activent des mécanismes de signalisation qu'on étudie notamment au laboratoire. Alors, il y a des hormones qui sont produites. Il y en a une que tout le monde connaît, c'est l'acide salicylique. L'acide salicylique, c'est en gros l'aspirine, qu'on connaît tous, qui a d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, on l'utilise dans l'immunité humaine, finalement on s'en sert pour se soigner. Les plantes en produisent justement quand elles sont attaquées. Et on étudie notamment par exemple ce type de molécules. Et alors ça c'est important, cet aspect de signalisation, parce qu'une cellule attaquée va pouvoir déclencher un programme de défense, mais elle est capable aussi d'envoyer des signaux dans l'ensemble de la plante. C'est-à-dire qu'on peut avoir qu'une zone de la plante
attaquée, mais elle va signaliser, envoyer des signaux dans le reste de la plante, ce qu'on appelle la signalisation. Alors c'est la résistance systémique. Toute la plante, dans son entier, va développer des défenses. Et ça va même plus loin que ça. Une plante à côté d'une autre peut elle peut avoir l'information via notamment des molécules volatiles. Donc libération de molécules volatiles, des signaux qui vont dire à la plante d'à côté qu'elle est attaquée. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez, à la fois, ça peut être très précis, mais ça peut devenir très très large sur plusieurs plantes autour du point d'infection. Et donc au final, ce qui se passe, c'est que la plante, une fois qu'elle a perçu l'invasion, qu'elle a perçu le fait qu'elle était attaquée, elle va synthétiser des composés de défense. Alors ces composés de défense, c'est quoi? Ça va être des protéines, des dérivés de différents types qu'on appelle les phytoalexines, hein, qui sont, alors on connaît par exemple le resveratrol. Le resveratrol chez la vigne, c'est une phytoalexine. Ces composés, ils vont être tout de suite actifs sur l'agent pathogène. En gros, ils vont être biocides sur l'agent pathogène, ils vont tuer l'agent pathogène. Donc en gros, c'est des molécules qui attaquent l'agent pathogène, qui sont produites par la plante à ce moment-là. Et si tout ça, ça se passe bien, eh ben, au niveau du site d'infection, c'est ce qu'on voit ici, hein, eh ben, du coup, on a une résistance, c'est-à-dire que la plante va tuer le microbe à l'endroit de la pénétration, où il a essayé de rentrer, quoi. Donc, donc nous, on étudie tout ça. On étudie tout ça et toutes ces différentes étapes dans le laboratoire. C'est extrêmement complet. Très complexe apparemment, puisqu'on voit, j'imagine que vous devez avoir une partie de l'équipe qui doit travailler sur cette première partie d'attaque, et puis ensuite à l'intérieur de la cellule, jusqu'à comment ça se passe à la suite, ce qui explique aussi le nombre de personnes. Et du coup, et on a 3 axes de recherche, par exemple au laboratoire. On a un axe qui s'intéresse à du coup l'aspect micro-organismes. Alors ça peut être des micro-organismes pathogènes ou non pathogènes. On a des personnes qui sont justement à essayer de caractériser les molécules. Et puis on a des personnes qui s'intéressent aussi aux métabolites de défense. Alors même plus largement que ça, on s'intéresse à, par exemple, est-ce que le métabolisme de la plante dans son ensemble est perturbé? Métabolisme, la photosynthèse par exemple, le stockage des sucres. Donc on traite tout ça. Aussi quand même, la physiologie. Le pathogène, parce que vous étudiez quand même aussi comment est-ce que lui fonctionne pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'il va aller attaquer. En tout cas, voilà, on a alors certains agents pathogènes, on ne peut pas tout étudier. Par exemple, nous on a pas mal publié et pas mal étudié, par exemple, l'interaction entre Botrytis cinerea et la vigne, donc la pourriture grise sur la vigne. Donc là, effectivement, on a étudié ce que faisait quand l'agent pathogène attaquait la vigne, par exemple. Donc là, on étudiait le pathogène, effectivement, voilà. Après, il y a d'autres, on étudie certaines autres, on s'intéresse aussi à l'ESCA, aux maladies du bois sur la vigne. Ça, c'est voilà, il y a une partie du laboratoire qui s'intéresse à ça. Donc c'est assez, c'est assez large. Du bois, on parle du bois donc qui est encore vivant, on parle pas d'un bois, on est d'accord. Alors les maladies du bois, c'est vraiment des complexes de champignons qui attaquent potentiellement la plante et qui peuvent être extrêmement délétères. Alors dans certaines régions de France, hein, et c'est une maladie en expansion. Hein, voilà, notamment, il y a des gros problèmes en Bourgogne, par exemple. Donc ça, voilà, on essaye de comprendre comment cette maladie se développe et à nouveau, quelles alternatives on peut trouver pour limiter le développement de cette maladie. Les plantes, elles évoluent. Je pense que c'est un petit peu comme nous. Aujourd'hui, on parle beaucoup du climat. Qui est quand même une problématique importante. Surtout cet été, on a beaucoup entendu parler des agriculteurs qui faisaient évoluer leur production ou leur mode de production justement pour pouvoir être capable d'avoir des résultats à la fin de l'année. On a beaucoup eu de melons et apparemment on démarre le pois chiche en France. Mais justement, est-ce que cette partie-là influence votre travail? Est-ce que les plantes que vous avez étudiées peut-être en 95 sont les mêmes plantes qu'aujourd'hui? Ou est-ce qu'elles ont des immunités qui ont évolué aussi avec le temps? Alors ça, c'est un point crucial, hein, effectivement. On sait maintenant que le changement climatique a un impact de manière globale sur justement l'immunité des plantes. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir que le changement climatique va affecter plein de paramètres de la plante, des paramètres physiologiques. Alors ça fait tous les paramètres, hein, c'est-à-dire qu'en fait les hausses de température, le problème justement des apports en eau vont jouer sur la plante et ça va toucher l'immunité. Donc il y a un des axes de notre laboratoire qui s'intéresse aussi à ça, c'est-à-dire que quel va être l'impact du réchauffement, hein, du changement climatique sur justement
la façon dont les plantes vont pouvoir se défendre. Donc on fait des tests là-dessus, on essaye de changer les températures, on regarde est-ce que la plante résiste mieux, est-ce que résiste moins bien dans tel ou tel cas. Donc on étudie ça à différents niveaux, au niveau moléculaire, au niveau biochimique, etc. quoi. Donc oui, c'est quelque chose de très important. Et ce qu'on voit à nouveau, c'est que clairement, il y a un impact. Et par rapport à la deuxième partie de la question sur est-ce que les cultures ont changé, alors c'est sûr qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'espèces, alors végétales, c'est aussi vrai pour les champignons, qui remontent, en fait. On voit que ça c'est en train de... Alors, je dirais nous, on étudie toujours au laboratoire globalement les mêmes plantes. On reste sur à nouveau le colza, la vigne, l'orge. On a plusieurs plantes qui sont un petit peu des plantes phares parce qu'on a des connaissances aussi en amont dessus. On ne change pas comme ça du jour au lendemain sur une plante. Ça veut dire qu'il faut qu'on recomprenne beaucoup de choses. La recherche reste quelque chose d'extrêmement long. Voilà, c'est long. C'est des temps longs. Et de toute manière, aujourd'hui, ce qui est intéressant, comme tu le disais tout à l'heure, si aujourd'hui on comprend ce qu'est l'orge, on aura des facilités pour comprendre une autre plante qui va être similaire à côté, qui va nous permettre d'aller plus loin. Donc finalement, même s'il y a un changement au niveau de la région peut-être ou des régions environnantes, ça servira forcément à une région, qu'elle soit plus au sud ou plus au nord qu'elle pouvait Exactement. Par exemple, les recherches, là, comme on disait, sur l'aspect de l'ESCA, ça touche aussi bien un vignoble qui va être en Champagne, en Bourgogne, dans le sud de la France, en Espagne, en Italie. C'est même... Je dirais, tous ces aspects-là n'ont pas de frontières, bien sûr. La défense et la façon d'une plante résiste et en rapport avec le changement climatique, c'est évidemment quelque chose qui est totalement transfrontière. On étudie là, on parlait jusqu'à maintenant de la recherche appliquée, mais je pense la recherche fondamentale. Ensuite, normalement, on passe à l'étape de la recherche appliquée. Tout à fait. Et est-ce qu'une partie de l'équipe travaille déjà sur cette recherche appliquée ? Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont pas l'habitude de parler de recherche, la recherche fondamentale est simplement le principe d'aller comprendre ce qu'il se passe sans forcément aller chercher la technique pour l'appliquer. La recherche appliquée, c'est la partie où techniquement on essaye de reproduire, on essaye de comprendre, mais en testant réellement l'application. Et ensuite, normalement, après cette recherche appliquée, on passe à l'utilisation ou simplement à la commercialisation, enfin aux applications réelles dans le monde des sociétés, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, est-ce que la recherche appliquée démarre chez vous? Alors en fait, globalement, depuis assez longtemps au laboratoire, on a une partie qui est très fondamentale, comme vous l'avez compris, mais aussi on a toujours été en lien avec des acteurs locaux et notamment du coup d'essayer de savoir si les alternatives qu'on proposait pouvaient avoir un but appliqué. Donc on fait toujours on appelle ça le grand écart entre des aspects très 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 techniques et puis après les aspects aussi, est-ce que c'est transférable par exemple au vignoble ou autre. Donc depuis longtemps on collabore avec le CIVC et puis après aussi avec des entreprises. Alors on a eu par exemple des projets en commun qui sont des contrats qu'on a eu avec justement Soufflet, ARD, il y a eu plusieurs où ils produisaient par exemple des molécules, on les testait pour savoir s'il y avait un impact sur l'immunité végétale. Donc on est toujours en lien à essayer de savoir si c'est applicable. Puis après il y a différents aspects, il y a plusieurs réseaux en France où là justement il y a des choses qui sont étudiées pour voir est-ce qu'il y a une viabilité à ces stratégies en conditions réelles, on va dire. Parce qu'en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que la recherche fondamentale elle est en conditions contrôlées et puis quand on passe dans un champ, dans un vignoble, parfois les résultats sont très différents et donc on a besoin aussi d'avoir ce recul-là. La différence entre la théorie et la pratique. Voilà, Je pense qu'il n'y a pas qu'en recherche qu'on a ces problématiques-là. On se fait beaucoup d'idées, puis tout d'un coup, ça ne fonctionne pas tout à fait. Comme on pensait, Ce qu'on appelle souvent l'effet démo, qui nous est arrivé une ou deux fois cette semaine. On vient de parler de noms de sociétés qui, je pense, résonnent beaucoup dans le monde agricole. On a eu l'occasion aussi cette semaine d'évoquer plusieurs fois des produits phytosanitaires. Ces sociétés-là sont considérées, je pense, aujourd'hui comme des sociétés un petit peu avec ce regard très négatif, assez négatif par rapport à l'évolution, au biocontrôle ou aux choses comme ça. Il y a vraiment une évolution de leur côté. Il y a un désir de travailler avec vous,
de pousser cette recherche-là aujourd'hui? Alors, en fait, il y a différents niveaux. Il y a des petites PME, par exemple, ou des entreprises moyennes qui travaillent sur ces domaines-là. Alors, il y en a qui sont, par exemple, qui sont déjà assez importantes, comme Agroxine ou autres, qui travaillent avec justement des gens qui ont été travaillés déjà dans nos domaines, qui ont des thèses, etc. Puis après, il y a bien sûr les grosses entreprises, BASF, Syngenta, etc. Alors, il faut savoir que eux, citer de nom, bien sûr. voilà, mais le chercheur n'en a pas de, voilà, c'est ça. il ne se limite pas dans les. C'est 3 noms qu'il faut citer, donc on doit être dans les bonnes bon. normes. Donc en fait, en gros, ces différentes entreprises, depuis assez longtemps, travaillent aussi à essayer de trouver. Ils travaillent aussi sur ces domaines-là. C'est-à-dire que par exemple, il y a des produits qu'ils ont déjà commercialisés, des produits de biocontrôle. Donc ils travaillent à la fois sur des pesticides, mais aussi des stratégies alternatives. Donc en fait, j'allais dire, ils ne nous ont pas automatiquement attendus pour avoir justement même la recherche et développement sur ces thématiques-là. Après, alors ce qui est assez intéressant, c'est l'aspect justement de l'essor de ces stratégies en fait de ce qu'on appelle du biocontrôle. Alors c'est intéressant, je regardais un peu tout récemment les chiffres par exemple des produits en biocontrôle. Alors par exemple sur l'année 2018, c'est une augmentation de 25%. L'année 2017, c'était 24%. Donc c'est un essor important pour justement ce type de composés. Il y a vraiment une envie de leur part d'aller plus loin, d'aller chercher d'une manière, alors à nouveau ces trucs-là, puis des petites structures aussi, c'est très voilà, il y a quand même alors il y a évidemment derrière du coup il commence à y avoir une logique un peu économique puisqu'en fait maintenant c'est 8% de justement des traitements qui sont du biocontrôle à l'heure actuelle. C'est pas bien sûr, c'est quand même déjà significatif. Voilà, en fait. C'est très significatif, puis surtout ça montre cette envie d'aller plus loin. Et une société, c'est un organisme qui doit se renouveler, puisqu'on sait tous le cycle du produit. Aujourd'hui, je pense que encore plus depuis cet été où on a entendu tellement parler des problématiques climatiques, c'est très intéressant de voir que voilà, ça fait quelques temps déjà qu'ils s'y intéressent, que c'est de plus en plus puissant. Et que vraiment des sociétés qu'on a l'habitude de voir comme étant un petit peu dérangeantes par rapport à leur application permanente de produits chimiques ont cette envie de travailler sur une agriculture raisonnée, une agriculture différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Disons que nous, c'est vrai que ce qu'on voit nous de l'extérieur, puisque nous on s'intéresse à tous les organismes, que ce soit entreprises, on fait à chaque fois l'état des lieux, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'effectivement l'intérêt il est global d'essayer de trouver ces fameuses méthodes un petit peu alternatives, tout simplement parce qu'il faut quand même qu'on change un petit peu de système. Je pense que tout le monde commence à en être conscient qu'il faut. On connaît quand même un certain impact des pesticides classés, alors certaines molécules, qui ont un effet qui restent un petit peu dans les sols, même s'ils peuvent être dégradés, etc. Donc il y a une prise de conscience un petit peu générale, et donc effectivement l'ensemble des acteurs, j'allais dire, que ce soit nous quand on est sur universitaire ou un certain nombre d'entreprises vraiment essayent de trouver, en tout cas de chercher des voies alternatives. À nouveau, l'idée derrière ça, c'est de trouver des molécules avec un impact environnemental le plus réduit possible. Ça, c'est un élément clé. Tout simplement pour qu'on ait une agriculture plus saine, on pense à nos enfants, il faut vraiment qu'à un moment donné, on ait Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Ouais. Il y a une dernière question qui me vient en tête, c'est que je l'ai perdu tout à coup. Oui. Aujourd'hui, j'imagine que, on a l'habitude aujourd'hui sur le pavillon de déranger un petit peu, de pousser au débat, de pousser à ces polémiques-là. Mais j'imagine que certaines personnes qui nous écoutent doivent se dire, ça fonctionnera pas. Ça ne peut pas fonctionner, ou alors ça ne va fonctionner que pour une plante ou quelque chose. Quelle est la durée de ces applications? Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que c'est viable financièrement? Comment est-ce qu'on répond à ces questions-là aujourd'hui? Alors, c'est assez complexe comme je dirais comme domaine, parce qu'il y a plein de choses. Alors, la première chose, c'est que effectivement, si l'on compare l'efficacité de ces méthodes pour l'instant avec de la lutte conventionnelle chimique, l'efficacité en champ, elle est moindre. Pour l'instant, toutes les molécules que l'on a testées, on va être à 40-50% d'efficacité. Alors parfois c'est plus, parfois c'est moins.
Et donc effectivement, on n'arrive pas à un contrôle total Surtout à l'heure qu'aujourd'hui, actuelle. on n'est pas sur de l'industrialisation de toute façon du système, donc c'est compliqué aussi de... C'est compliqué, voilà, et comme c'est multifactoriel, comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus dépendant de la physiologie d'une plante, du type de plante, de conditions climatiques, c'est très complexe, ce qui peut expliquer cette grosse variabilité. Après, un autre souci qu'il y a à l'heure actuelle, c'est un souci de reproductibilité. C'est-à-dire qu'il y a des années où ça va être génial, on va très bien protéger, puis d'autres fois, ben, c'est moins bon. Donc ça, j'allais dire, ça c'est embêtant. De recherche, c'est que mais voilà, donc j'aurais tendance à dire, exactement, c'est là où il faut vraiment que l'aspect d'innovation, de recherche soit vraiment mené sur ces domaines-là, parce que on connaît un certain nombre de verrous, on parle de verrous vraiment qui empêchent, ça va être par exemple, à nouveau, la façon dont on va appliquer les composés, quand les appliquer, la façon dont on va les formuler, est-ce qu'on les formule, ça c'est des choses très importantes, à quel moment, hein, par rapport à l'état physiologique, au climat, voilà. Donc ça demande encore un certain nombre de recherches et on est loin d'avoir tout compris. Donc je dirais il y a encore effectivement beaucoup de travail de recherche aussi à faire là-dessus. Mais je dirais que pour l'instant, ce qui marche relativement, c'est qu'on est déjà sur des combinaisons, par exemple. Alors c'est déjà un premier pas. L'idée, c'est de combiner des traitements de biocontrôle avec parfois, alors justement, avec l'idée de diminuer à nouveau les intrants, c'est-à-dire diminuer en tout cas les pesticides. On peut enlever un ou deux traitements, et donc ça, c'est un premier pas. Il faut aller plus loin. Mais du coup, voilà, on est déjà à des étapes où on arrive quand même à combiner, voilà, à diminuer exactement les apports. Donc c'est ce qu'on voit aussi depuis le début de la semaine, je pense avec tous ceux qui nous suivent, c'est vraiment cette idée de croisement. Le but n'est pas d'arrêter entièrement l'utilisation d'un système ou d'un autre, ou de simplement ne pas en utiliser un qu'on est en train de créer. Pour l'instant, on essaie de raisonner, voilà, parce que l'idée, ce serait drastique évidemment d'enlever tous les traitements. Après, voilà, la question se pose à long terme, bien sûr. Hein. Idéalement, en tant que chercheur, on aimerait bien avoir justement des molécules. L'idée, hein, c'est d'avoir des molécules qui vont être biodégradables, non toxiques. Hein, voilà, c'est le Saint Graal. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire on les a pas, c'est le souci, hein, mais on recherche activement à avoir des molécules, voilà, qui vont être avec un effet le plus minime possible sur l'environnement et sur la santé humaine, quoi. Si on se projette, on imagine qu'il faudra encore combien de temps pour arriver à quelque chose d'à peu près stable. Je ne parle pas, on est toujours dans la recherche, hein. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est long. On est en train de comprendre le monde dans lequel on vit, qu'on ne saisit toujours pas, alors que ça fait des millénaires qu'on existe sur la planète. Est-ce qu'on a une idée justement de l'échelle de temps à laquelle on va pouvoir peut-être se servir de ces systèmes-là à grande échelle? Alors je pense que c'est assez complexe et je suis pas sûr qu'on puisse avoir, dire là dans 10 ans on aura la molécule miracle ou ce que l'on voit juste, ce que l'on peut dire, hein, c'est qu'à nouveau on s'aperçoit qu'il y a quand même une certaine efficacité de ces composés. On en découvre de plus en plus, donc ça c'est intéressant. La recherche fait qu'on essaie de comprendre le mécanisme d'action, donc de potentialiser, de faire que ça marche de mieux en mieux. Et puis les chiffres, du coup, comme on disait, sont un petit peu là. On commence à avoir, je dirais, une augmentation. Alors, c'est pas exponentiel, mais plus 25% de ces composés. C'est bien. C'est bien. Donc, ça devient de plus en plus, je dirais, voilà, ça devient quand même quelque chose qui monte. Et voilà. Après. Puis, comme on le disait, de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà quelques petites parties qui peuvent être intégrées. En fait, finalement, vous avez déjà atteint un stade de recherche qui fait qu'on est capable d'appliquer certains de vos principes et que c'est ça au fur et à mesure, j'imagine. Le but, c'est que vous puissiez au fur et à mesure permettre aux sociétés de développer les produits Après, c'est ce qui se fait effectivement. Voilà. Et ça se fait déjà sur certains produits. Hein. Du coup, il y a quelques composés qui sont déjà, notamment des souches, qui sont des souches endophytes, hein, qui sont des souches bénéfiques. Bacillus, par exemple, ce sont des composés qui peuvent déjà être commercialisés, par exemple. Donc, qui peuvent être utilisés par l'agriculteur, le viticulteur, pour faire des traitements. Alors après, à nouveau, c'est dans le cas d'itinéraires techniques. Ce qui manque un peu, à nouveau, c'est peut-être aussi du conseil sur quand les utiliser. Oui. Donc ça... Je dirais que là, c'est plus mon domaine, mais on est conscient que ces aspects-là sont des points très importants. Ouais. D'accord. Je pense qu'on va s'arrêter sur cette partie-là. Je voulais quand même évoquer quelque chose qui est très impressionnant, je crois. Ce pourquoi on a parlé de vous autour, qui est apparemment très, très rare en France. On a l'honneur quand même aujourd'hui d'accueillir Stéphane Doré, qui a été
publié. Donc en recherche, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Ah, c'est le Saint cette Graal. Alors, publication. bon, c'est vrai que Nature et Science, c'est les deux, je dirais, il y a deux papiers dans lesquels n'importe quel chercheur, quand il commence, voilà, bon, se dit si un jour je publie là-dedans, et donc effectivement, on a eu cette chance-là. Alors, c'est un travail qui est, on le voit, hein, qui implique énormément de laboratoires. C'est un travail qui est international. Il y a des Allemands, il y a des Français, il y a et donc voilà, c'est vrai que c'est sympa pour le labo. Voilà, on est très content, quoi. En tout cas, nous, en tant qu'ancienne technicienne qui n'a pas fait de doctorat, c'est impressionnant. Bravo pour cette publication. Merci. Je crois qu'aujourd'hui, il y a besoin de le savoir que dans notre région, on a des gens qui font un travail extraordinaire. Tout ne se passe toujours pas à Paris. Tout à fait, après, exactement. Et dans le reste du monde. Et on tenait particulièrement à saluer le fait que vous ayez pu accéder à ce Saint Graal de la recherche et à applaudir cette publication. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot particulier? Non, pas particulièrement. C'est vrai que moi j'étais très content d'être d'avoir été invité pour cette interview et j'ai trouvé ça super sympa, quoi, de votre part, hein, voilà. Et puis je pense que c'est important ces domaines qu'il faut un petit peu vulgariser aussi, parce que voilà, c'est quelque chose quand on parle du biocontrôle, les gens en entendent parler, et il faut vraiment qu'on puisse, nous scientifiques aussi, commencer à expliquer notre travail, tout simplement, pour que voilà, les gens connaissent un petit peu ça. Et je pense montrer aussi que le scientifique arrive à nous expliquer. Je pense que tout le monde a compris. J'espère que voilà, c'était compréhensible. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui. On n'est pas simplement dans un laboratoire tout blanc avec une blouse, exactement. Non, tout à fait. C'était un réel plaisir de pouvoir échanger sur ce sujet et extrêmement intéressant, puisque on espère que par la suite, on reviendra à ces principes de défense et d'utilisation de la plante par elle-même. Pour se défendre, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir aussi. Plaisir partagé. Merci. Nous, on se retrouve dans quelques minutes pour de nouvelles interviews sur nos sociétés. Je vous retrouve avec Weather Measures, Instar Robotics et plein d'autres boîtes. A tout de suite sur le Buzz. See ya!